Alors voilà, maintenant on va revenir sur la vie quotidienne de les médias, cette notion évoquée tout à l'heure par Laura Calabrese et qui regroupe de manière indifférenciée toutes sortes de producteurs de contenu. Ça va de la presse féminine à la presse de caniveau, en passant par Mickey Magazine et le Monde diplomatique. Bref, toutes des choses qu'on a tendance à grouper d'une certaine manière, mais qui en fait reflètent des conditions de production et des conditions professionnelles extrêmement différentes et extrêmement antagonistes d'une certaine façon. On va parler des journalistes. Le gros problème des journalistes aujourd'hui, dans le contexte que nous évoquons, c'est-à-dire le contexte de la fausse vérité, des fake news, le contexte de la post-vérité, le gros problème de journalistes aujourd'hui, c'est de trouver ou de retrouver une crédibilité qui est mise à mal, qui est contestée, et surtout dans la classe d'âge que vous représentez, c'est-à-dire de la classe d'âge des 15-35 ans, qui a tendance à adhérer à des thèses complotistes ou à se tourner vers des sites dits de post-information ou des sites dits de vérification d'informations qui sont souvent d'ailleurs des sites de propagande et pas du tout des sites d'information, mais ça vous le savez bien entendu. Alors la question des journalistes, la question qu'ils se posent évidemment, c'est de se constituer une identité professionnelle digne, une identité professionnelle reconnue, et qui les distingue des autres énonciateurs d'information, des autres énonciateurs de contenu, soi-disant d'information, et qui les distingue évidemment positivement, de manière positive et de manière crédible. Alors pour ça, les journalistes, ils ont recours, et les éditeurs d'ailleurs, pas seulement les journalistes, aussi les éditeurs, parce que les éditeurs sont évidemment solidaires des journalistes dans cette tentative de retrouver de la crédibilité, de restaurer la crédibilité des médias. Donc les éditeurs et les journalistes ont recours à ce qu'on appelle l'autorégulation et à la déontologie. Alors l'autorégulation, c'est quoi? C'est la régulation par soi-même, par le groupe professionnel lui-même. On se met autour d'une table et on essaye de faire en quelque sorte la police à l'intérieur de la profession et de faire adhérer l'ensemble des représentants de cette profession à un certain nombre de valeurs communes. L'objet, évidemment, est de les faire respecter, ces valeurs communes, bien sûr, de les faire respecter par exemple, une instance de contrôle, une instance d'autorégulation déontologique. L'objectif, c'est évidemment d'assurer aux citoyens une garantie que le travail sera bien fait, que le travail d'information sera bien fait, et aussi d'assurer aux médias et aux journalistes une protection, en quelque sorte, contre la mauvaise réputation, contre la réputation négative qui leur est faite, surtout aujourd'hui. Alors je vais me borner à quelques citations très simples, il y aura 4 slides maximum, mais avant cela, je voudrais insister sur une chose très importante. Les médias, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur technique, les médias ont à la fois une valeur d'échange et une valeur d'usage. Ces deux notions sont extrêmement importantes et elles entrent parfois en contradiction l'une avec l'autre. La valeur d'usage, c'est quoi? Eh bien, c'est la valeur sociale, c'est la responsabilité sociale des médias, c'est de fournir à l'opinion publique un aliment, c'est de fournir au débat public des bases sur lesquelles on puisse se fonder. Si vous n'aviez pas les médias, vous seriez des citoyens aveugles et sourds. Vous ne sauriez rien du monde dans lequel vous vivez. Vous ne sauriez pas qu'il y a, par exemple, un réchauffement climatique ou qu'il y a un problème dans l'économie financière mondiale. Mais à côté de cette valeur d'usage, qui est une valeur fondamentale des médias, qui a été reconnue dans la plupart des constitutions des États démocratiques, qui est à la base même de la démocratie, qui est un des fondements prioritaire de la démocratie, à côté de cette valeur d'usage, il y a une valeur d'échange. C'est-à-dire que les médias sont aussi des produits, des matériaux qui doivent se vendre. Ils doivent être profitables, ils doivent rapporter de l'argent, ils doivent rapporter à leurs actionnaires, ils doivent permettre aux entreprises qui les diffusent de faire des investissements, de payer des salaires, etc. Et donc, depuis le milieu du XIXe siècle, on s'est aperçu qu'il y avait possibilité de faire des médias des entreprises rentables et on a développé de plus en plus des procédures industrielles de fabrication de l'information à travers les médias. Des procédures de plus en plus industrialisées, d'ailleurs, de plus en plus automatisées, de plus en plus régulées. Et ça a bien entendu des effets sur le contenu, parce que
si on veut vendre, si on veut faire en sorte que l'entreprise prospère, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui seront mieux vendeuses, qui vendront mieux que d'autres. Alors, les textes déontologiques dont je vais vous parler, ce sont en quelque sorte les codes moraux sur lesquels s'appuient les journalistes pour essayer de retrouver leur crédibilité. Ce sont des textes, ce sont des codes, ils sont écrits, ils sont publiés, ils sont connus en général des journalistes, reconnus et en principe approuvés et appliqués. En Belgique, le code qui fait référence aujourd'hui, c'est le code de déontologie du Conseil de déontologie journalistique. Il a été approuvé en 2013 par ce Conseil de déontologie journalistique, qui est donc l'organe d'autocontrôle, l'organe d'autorégulation dont je parlais tout à l'heure pour la Belgique francophone. Donc je parle ici de la Belgique francophone, pas de la Belgique fédérale. Le premier article de ce code, que vous pouvez lire en ce moment sur le slide, dit ceci. Les journalistes recherchent et respectent la vérité en raison du droit du public à connaître celle-ci. Alors, c'est le fondement même de la démocratie, le droit du public à connaître la vérité, le droit du public à être informé. C'est un droit qui est reconnu par la plupart des grands textes internationaux, par la Convention européenne des droits de l'homme, par le Pacte international des droits civils et politiques de l'ONU. C'est un droit fondamental pour la démocratie. Vous devez être des citoyens informés, donc vous avez le droit de recevoir de l'information. Alors on dit, les journalistes recherchent la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils recherchent, ça veut dire qu'ils doivent avoir une attitude proactive. Ils doivent aller chercher la vérité derrière les apparences, ils doivent aller chercher derrière les mensonges tout ce que l'on peut trouver. Ils doivent faire de la critique des sources, ils doivent être extrêmement attentifs à vérifier l'information et aussi à la rechercher parce qu'elle est souvent cachée. Les mensonges sont plus nombreux que les vérités. Un des magnats de l'industrie des médias, William Randolph Hearst, disait la vérité, c'est ce qu'on nous cache, l'information, c'est ce qu'on nous cache, si on nous le dit, c'est de la publicité. Donc, il faut aller chercher l'information là où on nous la cache. Et puis, les journalistes respectent la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne doivent pas la déformer, qu'ils ne doivent pas la falsifier, qu'ils ne doivent pas la mettre en scène de manière abusive, par exemple par des titres accrocheurs qui ne disent pas exactement ce que contient le contenu de l'article ou du reportage. Dans le deuxième slide, il y a une sorte de précision de ce que disait le premier texte que j'ai cité, notamment de cette obligation pour les journalistes de recouper l'information qu'ils ont reçue ou qu'ils ont trouvée. C'est un texte issu du règlement déontologique de la RTBF, donc l'éditeur de contenu industriel, audiovisuel public en Belgique francophone. Il dit, au cas où une source unique n'offre pas de crédibilité suffisante, le journaliste ne diffusera cette information que lorsqu'elle aura été recoupée. Alors recouper, ça c'est vraiment la règle numéro 1 en matière de profession journalistique. Il faut recouper l'information, c'est-à-dire aller vérifier auprès d'autres sources que celles qu'on a trouvées, essayer de trouver 2, si possible 3 sources différentes qui vérifient, qui recoupent, qui disent la même chose que l'information, et si possible des sources qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas du même milieu, qui ne sont pas de la même opinion. Alors évidemment, ce recoupement, c'est très important, et surtout, il ne doit pas être empêché ou il ne doit pas être gêné par l'urgence. Vous voyez que l'article 4 du Code de déontologie journalistique de la communauté française de Belgique dit « L'urgence ne dispense pas les journalistes de citer ou de vérifier leurs sources, ni de mener une enquête sérieuse. » L'urgence, c'est évidemment une des contraintes qui pèsent sur les journalistes. Il faut aller vite, il faut avoir des scoops, etc. Mais l'urgence, dans le contexte actuel, c'est une contrainte beaucoup plus commerciale, une contrainte de marketing, beaucoup plus qu'une contrainte journalistique. Je dois aller vite, c'est pour être plus rapide que mon concurrent, c'est pas pour être un meilleur journaliste. Donc l'urgence, c'est une contrainte non journalistique, c'est une contrainte commerciale, et ça ne dispense évidemment pas les journalistes de vérifier leur information et de la recouper. Cela dit, on ne peut jamais être complètement sûr de l'information et de la vérité, de la véracité de l'information que l'on diffuse. Et cela, on le sait depuis très longtemps. Théophraste Renaudot, qui était actif
au XVIIe siècle, qui a été le fondateur du premier journal, au fond, de l'histoire, qui s'appelait La Gazette, on était déjà très conscient. Théophraste Renaudot n'était pas vraiment un journaliste, c'était plutôt un propagandiste, il était au service de Richelieu et puis de Mazarin, mais il avait une conscience déjà très claire des limites du travail journalistique en matière de vérité. Il disait l'histoire, c'est ce dont Irène Di Jorio a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui s'est passé, ce que l'on a pu constater, ce que l'on a pu vérifier dans le passé. L'histoire est le récit des choses advenues, c'est-à-dire le récit des choses dont on est sûr. La Gazette, c'est le bruit qui est en cours, c'est-à-dire c'est finalement ce qu'on en dit aujourd'hui. La Gazette, c'est-à-dire les médias. Elle ne ment pas, même quand elle rapporte quelques fausses nouvelles qui lui a été données pour véritables. Donc on ne peut pas accuser les médias de mentir, même si, parfois, ils donnent des informations qui ne sont pas exactes, parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, les journalistes, pour vérifier l'information. Ils ne sont pas arrivés à leur fin. Ils ont malheureusement été abusés, et donc ils diffusent une mauvaise information, une information inexacte ou incorrecte. Mais est-ce qu'on peut vraiment le leur reprocher? Non, dit Théophraste Renaudot. On ne pourrait le leur reprocher que s'ils avaient intentionnellement menti, c'est-à-dire qu'ils avaient intentionnellement fabriqué une fausse information, c'est-à-dire le seul mensonge qu'elles controuveraient à dessein, c'est le seul mensonge qui puisse les rendre dignes de blâme. Donc les journalistes, les journalistes et les médias, ils ont une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultats. Ils ont l'obligation de faire tout ce qui est en leur possibilité, tout ce qui est en leur pouvoir pour vérifier l'information, pour faire en sorte qu'elle soit attestée. Ils ont l'obligation d'utiliser tous les moyens, mais ils n'ont pas l'obligation absolue d'aboutir à un résultat. On ne peut pas leur reprocher éventuellement de faire une erreur. Normalement, cette volonté d'aller jusqu'au bout du recoupement, de trouver la vérité la plus vraisemblable possible, si je puis dire, c'est une volonté partagée par les journalistes et les éditeurs. D'ailleurs, dans les conseils de presse, dans les conseils de déontologie journalistique, les éditeurs et les journalistes siègent côte à côte, il y a des représentants des deux bancs, et ils essayent de trouver des consensus sur la déontologie. Mais parfois, les éditeurs ont le sentiment que la vérité, c'est un peu embarrassant, parce que ça ne correspond pas tout à fait aux stratégies de marketing de leurs médias, et ça peut même éventuellement être un handicap en termes de conquête de parts de marché. Le fameux William Randolph Hearst, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était un des magnats de la presse américaine au début du XXe siècle, et qui a d'ailleurs servi de modèle à Orson Welles pour son fameux Citizen Kane. C'était un personnage assez odieux, raciste, ségrégationniste, isolationniste, mais assez lucide sur le plan, je dirais, des affaires, sur le plan du business. Il disait à ses journalistes, ne laissez pas la vérité vous priver d'une bonne histoire. A good story, comme on dit en anglais, et d'ailleurs c'est assez révélateur, le mot story en anglais est utilisé pour désigner un contenu médiatique, un article, un reportage. Ça dit bien ce que ça veut dire. La story, c'est l'histoire, le storytelling dont on parlait tout à l'heure. Donc ce qui va favoriser le succès d'un média, c'est la bonne histoire. C'est le fait que cette histoire rencontre son public, qu'elle fasse vibrer la corde sensible de son public et qu'elle aille vraiment toucher ce public et qu'elle le fasse adhérer à la bonne histoire. André Bayon, l'écrivain belge, a été journaliste à la dernière heure dans les années 1920 et il a raconté cette profession de journaliste dans son livre Par fil spécial, et il disait il faut que la nouvelle, il cite dans ce roman l'injonction que lui faisaient en quelque sorte ses patrons, il faut que la nouvelle soit fraîche, qu'elle soit sensationnelle, mais il n'est pas indispensable qu'elle soit vraie. C'est la même formule au fond que celle de William Hearst. L'important, c'est que la nouvelle soit fraîche, qu'elle soit sensationnelle, qu'elle touche le public, mais il n'est pas indispensable, du point de vue du marketing du média, qu'elle soit vraie. Et cela, c'est évidemment aujourd'hui plus vrai que jamais. Car aujourd'hui, l'information, elle circule
d'une manière tout à fait nouvelle. Elle circule de manière horizontale. Ce que vous consommez, vous, à votre âge aujourd'hui, comme information, c'est souvent, la plupart du temps, des informations qui vous sont parvenues par les réseaux de socialisation, que vos amis, entre guillemets, vous ont conseillé, ont partagé sur le réseau, mais aussi que les algorithmes du réseau, c'est-à-dire ces logiciels qui étudient votre profil, qui étudient vos choix, vos préférences, vos goûts, vos avis, vos opinions, que ces logiciels vous proposent en considérant que ces contenus vont aller dans le sens de ce que vous aimez, de ce qui vous intéresse, de ce qui correspond à votre profil. Et donc, il se crée autour de vous ce que l'essayiste américain Eli Pariser appelle une bulle de filtrage. Une bulle de filtrage sur les réseaux de socialisation, sur Internet. Cette bulle, elle laisse passer et elle vous envoie tout ce qui correspond à vos goûts, à vos préjugés, à vos opinions, à tout ce qui vous fait plaisir, et elle vous protège de tout le reste, de tout ce qui est en contradiction avec ses goûts, avec ses préférences, avec ses préjugés. Donc, d'une certaine façon, ce système médiatique particulier qu'on appelle les réseaux de socialisation Internet vous renforce dans vos préjugés, vous renforce dans vos convictions et surtout vous donne l'impression que ce que vous lisez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est la vérité, parce que c'est une constatation qu'on a faite depuis très longtemps dans le domaine de la psychologie humaine. Plus une information va dans le sens de ce que je crois, plus elle renforce mes convictions, plus je vais la considérer comme vraie. Et c'est une chose qu'on a malheureusement constatée avec peine ces derniers temps, par exemple lors de la campagne du Brexit ou lors de l'élection de Donald Trump. Voilà, j'en ai terminé. Au suivant.